Le président Metraltit. Pour aller dans le même sens, la question était, la question de la part de l'accusation, on a vu tout à l'heure que des manifestations ont eu lieu après l'investiture de Laurent Gbagbo. Ça, c'est ce que l'accusation a tiré de la lecture d'un rapport du Human Rights Watch. Le témoin n'a pas dit ça, il a même dit le contraire. Donc il n'est pas acceptable de tenter de transformer les dires du témoin. Nous objectons et nous souhaitons que les dires du témoin soient proprement et adéquatement rapportés. I will rephrase, Your Honor. Mais Monsieur Darmijan, je vais reformuler, Monsieur le Président. Le Président, comme je l'ai dit, vous avez la parole. Allez-y. Monsieur le témoin, peut-être que c'est moi qui est un petit peu en erreur, donc laissez-moi regarder à nouveau. J'ai votre déclaration du 20 juin 2015 devant moi. Peut-être qu'on peut... Je vais vous faire part d'un paragraphe de votre déclaration. C'est sur cette base que je pose mes questions. D'accord. Alors, au paragraphe 36 de votre deuxième déclaration de l'an passé, vous indiquez que les militants du RDR et d'autres partis politiques sont sortis eux aussi dans la rue pour manifester contre cette autoproclamation de Laurent Gbagbo. Ces manifestations ont été violemment réprimées par les forces de l'ordre. Donc c'est ça que j'avais en tête quand je vous posais des questions. Est-ce que j'ai... Non, je ne crois pas avoir dit cela en ces termes. Bien. Ce que je retiens, c'est qu'après l'autoproclamation de M. Guy Robert, des Ivoiriens sont sortis pour soutenir la déclaration du président Laurent Gbagbo. Il s'en est suivi, par la suite, un désir des gens de remettre en cause l'élection. Et vous m'avez montré tout à l'heure un rapport de Human Rights Watch. Je le maintiens, mais ce n'est pas après l'investiture. Parce qu'une fois que l'investiture a eu lieu, tout est rentré dans l'ordre. Maître O'Shea, j'aimerais juste préciser au fin du compte-rendu que le témoin a bien répondu en son propre nom. Il n'est pas acceptable que l'on agisse de la sorte. Lorsque Maître Altit dit qu'il faut bien citer le témoin, je crois qu'il faisait référence à la transcription, si je ne m'abuse. La pratique de cette cour est que l'on utilise la déclaration, mais sans poser de questions directives. Utiliser une déclaration qui est incriminante avec le témoin n'est pas acceptable. Monsieur le Président, vous avez clairement indiqué que les questions ne devraient pas être directives. Le Président, oui, certes, les questions ne devraient pas être directives. Monsieur le procureur, reformulez votre question, lisez le passage de la déclaration en question, puis posez votre question de façon générale. Ne posez surtout pas de questions directives. Monsieur Darmijan, merci, Monsieur le Président. Oui. Monsieur Guesson, juste pour clarifier, quand est-ce qu'a eu lieu l'investiture? Là, je peux vous dire que je n'ai pas la date exacte. Très bien. Suite donc à la proclamation, enfin pardon, à l'investiture de Laurent Gbagbo en octobre 2000, quelle fut la situation de la part des partis politiques opposants? Et pardon, quand je parle de situation, quelle fut leur position? Je n'étais pas dans un parti politique opposant, donc je ne peux pas vous répondre quant à ce que ces partis politiques ont eu à prendre comme position. D'accord. Suite à l'élection, en octobre 2000, pouvez-vous nous dire un petit peu quelle était la situation en Côte d'Ivoire
entre octobre 2000 et la fin de l'année? Bien. Au lendemain de l'investiture du président Gbagbo, on a découvert un charnier. Un charnier dans le quartier Yopougon, non loin de la maison d'arrêt et de correction. Les témoignages que nous avons font état de près de 52 morts, tous déshabillés et réunis à un lieu. Je peux vous dire que jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne n'a pu nous établir exactement qui a tué ces 52 personnes, qui est responsable de leur mort. Tous les rapports qu'on a pu lire, que ce soit de l'ONU, des institutions en charge de défense des droits de l'homme, n'ont jamais pu établir qui est à la base de ces morts. C'est comme si ces 52 personnes se sont réunies à un endroit, se sont tirées elles-mêmes des balles dans le corps après s'être déshabillées. Plus grave, même les procès qui ont pu avoir lieu sur cet événement n'ont jamais abouti à incriminer quelque personne que ce soit. Je peux vous dire que cet épisode douloureux, qui est une marque flagrante d'impunité, avec d'autres types d'impunité qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, vont constituer le terreau fertile de ce que nous avons connu comme crise dans notre pays. Ces 52 personnes que vous venez de mentionner, quelle était leur particularité? Je n'ai aucune connaissance de leur particularité. Ce que je sais, c'est qu'ils étaient couchés, selon les images que nous avons vues, nus. D'aucuns ont prétendu que c'était essentiellement des gens d'ethnie nordique. Mais allez savoir, quand vous voyez des gens qui sont couchés, nus, sans pièce d'identité, comment on peut aboutir à cette conclusion? Alors, vous nous parlez de ce charnier dans le quartier de Yopougon. Oui. Y avait-il d'autres incidents similaires? Je n'ai retenu que le charnier. Très bien. Je passe à un autre sujet. Suite, donc, vous nous avez expliqué que le candidat Alassane Ouattara n'avait pas réussi à participer, n'avait pas participé aux élections de l'an 2000. Pouvez-vous nous dire quel a été l'effet en Côte d'Ivoire de son exclusion à la candidature de la présidence? Cela a été ressenti comme l'exclusion d'une partie de la population ivoirienne. Je vous l'avais dit tantôt, nos partis politiques se constituent autour d'individus en fonction de leur appartenance ethnique. Alors que le candidat du RDR ne soit pas candidat, cela a été perçu par ses partisans, essentiellement du Nord, comme étant une exclusion. Très bien. Je vais maintenant faire un saut dans le temps et on va atterrir à septembre 2002. Alors encore une fois, les parties, l'accusation et la défense sont d'accord sur le fait qu'il y a eu une tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire les 18 et 19 septembre 2002. Pour les parties, ce sont les faits 119 et 122. Alors en guise d'introduction, pouvez-vous nous dire où vous étiez à cette époque, en septembre 2002? En septembre 2002,
Il faudrait que je me remémore précisément l'endroit où j'étais. Je crois que je devais être à Boaké au moment où cela se passait. Je crois. Donc en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, bien sûr. Qu'avez-vous appris au sujet de cette tentative de coup d'État? Non, je rectifie. Mes souvenirs sont bien précis maintenant. J'étais à Abidjan. J'étais à Abidjan. Ben, on s'est levé, on a été réveillé par des tirs à l'arme lourde dans la ville d'Abidjan. Et c'est par la suite qu'on va apprendre que c'était une tentative de coup d'État qui très rapidement va se muer en rébellion. Est-ce que vous avez appris qui était responsable de cette tentative? Autour de 8 personnes. Mais il faudra dire aussi qu'après l'arrivée du président Gbagbo Laurent, il y a eu des faits similaires. Nous avons vu ce qu'on appelait le complot de la Mercedes noire, où il y avait une colonne armée qui a tenté de prendre les villes de Boaké, mais ils ont été très rapidement repoussés. Et donc, au moment où cela se passait, on se disait bien que ça avait un lien avec cette tentative de renverser les institutions régulièrement installées. Mais on n'avait pas de nom précis sur ceux qui étaient à la base et quel était leur mobile. Vous verrez que c'est bien plus tard que certaines images vont nous être données de voir sur ceux qui se réclamaient de cette rébellion. Alors, à Abidjan, vous nous avez dit que vous étiez réveillé par les tirs à l'arme lourde. Oui. Qu'avez-vous appris durant les heures et les jours suivants sur ce qui s'était passé? Je crois que c'était la période où on a appris que M. Bogadoudou a été tué. Oui, c'est bien ça, en 2002. On a vu à la télévision le corps sans vie du général Guy Robert. Mais c'était une situation très confuse. On a aussi appris qu'il y avait un artiste, Marcelin Yassé, qui avait été tué. Donc on ne savait pas qui était l'auteur. Mais par contre, on avait des informations, des bribes d'informations à longueur de journée sur telle ou telle personne qui a été assassinée. Si mes souvenirs sont exacts, je crois qu'au moment où cela se passait, le président Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire, il devait être en Italie, en visite officielle. Vous aviez mentionné il y a un instant le nom de M. Bogadoudou. Oui. Donc pourriez-vous nous expliquer brièvement de qui s'agit-il? C'était le ministre de la Sécurité. Et est-ce que ces actes de violence que vous venez de nous décrire, est-ce qu'ils étaient limités à Abidjan? Ce que nous avons en mémoire, c'est ce que nous avons vu au niveau d'Abidjan. Vous nous avez dit il y a un instant que la situation était un peu confuse. Est-ce que éventuellement vous avez appris l'identité des auteurs de cette tentative de coup d'État? Non, pendant cette période, personne. D'abord, on ne pouvait pas sortir. Je disais que pendant cette période, il était difficile de mettre le nez au dehors. C'est par des on-dit. Il y avait très peu d'images. Donc, c'était essentiellement des supputations. Mais personne ne pouvait mettre un nom ni un visage sur l'origine de cette rébellion.
Vous nous avez dit que, à ce que vous vous rappeliez, le président Laurent Gbagbo était pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez s'il est retourné en Côte d'Ivoire? Il est revenu quelques jours après. Il est revenu quelques jours après en Côte d'Ivoire. Et suite à cette tentative de coup d'État, est-ce que quelqu'un s'est éventuellement présenté comme responsable de cette rébellion ou représentant? C'est bien plus tard que nous allons apprendre que le jeune syndicaliste Soro Guillaume se réclamait être le chef de cette rébellion. Mais au moment des faits, on n'avait pas le nom de quelqu'un. Je ne vous demande pas une date précise, mais à peu près combien de temps après cette tentative est-ce qu'il s'est réclamé comme chef de cette rébellion? Ça, je ne peux pas vous répondre avec exactitude, mais je pense que ça a dû prendre à peu près 2 semaines. Très bien. Alors, vous nous avez dit que M. Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire quelques jours après. Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous vous rappelez, quelle était la réaction des autorités à cet événement? Je crois que M. Gbagbo, qui assumait les fonctions de président de la République, est rentré pour jouer son rôle, garant de l'intégrité territoriale, défendant son peuple. Je crois que les premières déclarations qu'il a eu à faire quand il est rentré sont allées dans ce sens, pour dire que son pays était attaqué, qu'il allait prendre les choses à main. Et c'est ce qu'il a fait, et cela est de son domaine, de ses prérogatives. Pour rester aussi précis que possible, j'ai une copie du tome 3 de votre livre ici, et vous indiquez dedans à la page 28 que c'est le 20 septembre 2002 que le président Gbagbo était de retour. Est-ce que cela reflète bien la situation? Oui. Si vous voulez, je peux vous montrer la oui, page oui. du Je livre. crois que c'est 2-3 jours après le déclenchement de la rébellion, puisque la rébellion a eu lieu dans la nuit du 18 au 19, et 2-3 jours après, le président Gbagbo était déjà de retour en Côte d'Ivoire. Juste un petit instant. Je m'excuse. Donc vous me dites que à peu près 2 semaines après cette rébellion, Guillaume Soro se réclame chef de cette rébellion. Est-ce que en Côte d'Ivoire, on a appris ce que réclamait cette rébellion? Selon leur première déclaration, c'était pour mettre fin à la fracture sociale créée par l'exclusion d'une partie de la population. C'était l'essentiel de leurs revendications. Cette tentative, si j'ai bien compris, elle dure combien de temps exactement, la tentative de coup d'État? Je crois que nous sommes restés cloîtrés à la maison pendant près de 3 jours. Et c'est par la suite que nous allons apprendre que ceux qui ont tenté ce coup d'État se sont repliés sur l'intérieur du pays.
Lorsque vous nous dites que, selon leur première déclaration, c'était pour mettre fin à la fracture sociale créée par l'exclusion d'une partie de la population, est-ce que la rébellion exprimait comment il situait voir une fin à cette fracture sociale? Si mes souvenirs sont exacts, les premières déclarations de chef de la rébellion, c'est pour dire mettons fin à l'exclusion. Et vous verrez que l'essentiel des personnes qui ont lancé cette offensive étaient des gens du nord de la Côte d'Ivoire. Je dis bien l'essentiel, ce n'est pas la totalité. Je l'avais dit au début de mon intervention, c'est que la fracture sociale née du rejet a eu des conséquences très néfastes. Il était tout à fait normal que certaines personnes estiment que pour mettre fin à cela, on ne pouvait pas continuer dans la politique d'exclusion héritée de l'ivoirité. Donc, le motif essentiel qui a été avancé, c'était celui-là. Alors, suite à cette tentative de coup d'État, nous avons, comme vous dites, le retour de Laurent Gbagbo. Que se passe-t-il à ce moment-là, entre d'une part la rébellion et les autorités officielles de la Côte d'Ivoire? Il a fallu attendre la création des mouvements, dits mouvements de rébellion, pour que s'institue une série de rencontres. D'abord, un premier cessez-le-feu qui a été signé à Bouaké sous l'égide de celui qui était en son temps le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, M. Cheikh Tidiane Gadio. Et après, il y a eu l'accord, du moins la rencontre de Lomé, où on a mis en face les différents protagonistes sous l'égide de feu le général Eyadema. Cette rencontre a duré des semaines. Après l'échec de cette rencontre, nous nous sommes retrouvés à Marcoussis, à la demande de la France et de la presque totalité des pays membres de l'ONU pour tenter de trouver une solution. Après, nous avons eu l'accord, la rencontre. Non, il faut que je précise qu'il y a eu d'abord, après Lomé, il y a eu Accra 1. Après Accra 1, donc quand nous avons fini Marcoussis, il y a eu Accra 2, Accra 3, mais pour diverses raisons. Accra 2 et Accra 3, c'était essentiellement pour mettre en application l'accord qu'on a conclu à Marcoussis et qui a été entériné à Kléber. C'est dire que après le déclenchement de cette rébellion, la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Il a été établi, pour éviter la belligérance et que la guerre continue, il a été établi ce qu'on a appelé en son temps la zone de confiance, avec l'armée française qui s'est interposée entre les deux parties. D'un côté, la rébellion, et de l'autre côté, les forces régulières de Côte d'Ivoire. Nous allons venir dans un instant aux accords
dont nous avez mentionné. Avant d'y arriver, j'aimerais vous demander, en Côte d'Ivoire et à Abidjan plus précisément, quelle a été la réaction de la jeunesse à l'époque? Les jeunes qui refusaient l'immixtion de la rébellion ont commencé à s'organiser pour dire non à la rébellion. Par la suite, on va les appeler patriotes, mais peu importe l'appellation. Mais ce qui est sûr, ces jeunes étaient mus par une volonté réelle de défendre le pouvoir légal et de refuser la rébellion. Ils se sont organisés. Il y avait plusieurs groupes avec plusieurs responsables, mais ils ont joué un rôle décisif pour éviter que le pouvoir légalement élu ne soit, comme le diraient les autres, mis de côté. Je m'excuse. Est-ce que les jours et les semaines qui ont suivi la tentative de coup d'État ont eu un impact sur une partie de la population de la Côte d'Ivoire? Écoutez, sans entrer dans le détail, je vous dresse le tableau. Vous avez un groupe armé composé de personnes principalement issues d'une partie de la Côte d'Ivoire. Et vous avez en face des personnes qui souhaitent défendre la légalité et l'État qui a été mis en place, le pouvoir mis en place. Bien évidemment, compte tenu de l'imbrication profonde, je vous l'ai dit, des populations, on ne pouvait s'attendre qu'à des affrontements non organisés. Et je crois savoir qu'il y a eu effectivement des affrontements non organisés, non certainement planifiés, parce que la rébellion est venue comme un voleur la nuit. Ça surprit tout le monde. Le temps que les gens se réveillent, on avait une rébellion qui était aux portes de notre pays et qui très rapidement a divisé le territoire en deux. Donc, il est tout à fait normal de penser qu'à un moment donné, certaines catégories de population soient systématiquement mises à l'index. Pouvez-vous nous dire quelle catégorie de la population fut mise à l'index? Je viens de vous dire que l'essentiel des éléments composant la rébellion provenait du nord de notre pays. Donc, il va de soi que si une population devait être mise à l'index, c'est cette population-là. Alors, vous nous avez dit qu'une des conséquences, c'est qu'il y a eu des affrontements. Est-ce que ces affrontements ont eu une conséquence pour les ressortissants français en Côte d'Ivoire? Maître Mounion. Oui, Monsieur le Président, désolé de vous interrompre. Je dis toujours que pour
pour la justesse il faudrait lire le transcript parce que je ne crois pas avoir entendu affrontement. Donc je ne sais pas si c'est moi qui me trompe ou bien. Mais c'est mieux de lire le transcript et puis de donner la référence pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Je n'ai pas entendu affrontement. Le témoin vient de le dire à 2 reprises, à la page 42, ligne 6 et à la ligne 7. On ne pouvait s'attendre qu'à des affrontements non organisés, non certainement planifiés, effectivement des affrontements non organisés. Donc c'est de là que je tiens ma question. Donc, monsieur le témoin, vous rappelez-vous de ma question? Voudrez-vous que je la répète? Oui. Non, je crois. Allez-y. Est-ce que vous pouvez la I répéter? heard that also in English it was always Le président, oui, je l'ai entendu en anglais, c'était clashes, affrontements, donc ça a été traduit. Alors la question était, est-ce que ces affrontements ont eu une conséquence pour les ressortissants français en Côte d'Ivoire? Je crois que d'abord, une fois que la rébellion s'est installée, si mes souvenirs sont exacts, les ressortissants français ont été obligés de migrer vers le sud, sont venus en grand nombre, mais les conséquences que les Français vont subir, ça ne vient pas du déclenchement de la rébellion. C'est quand, après l'accord de Marcoussis et la rencontre des Kléber, ceux qui défendaient le pouvoir légalement installé ont considéré que tout ce qui a été mis en place était du fait de la France. Nous étions à Marcoussis, que déjà les groupes s'organisaient à Abidjan pour demander à ce que la France s'en aille. Donc, je ne crois pas que ce soit au moment de la survenance de la rébellion que les Français aient eu à subir quelques exactions que ce soit. Vous avez mentionné le meurtre du général Guéhi et du ministre Bogadougou. Est-ce que d'autres exactions de ce genre ont eu lieu suite à la tentative de coup d'État? Ce sont les meurtres les plus spectaculaires pour lesquels des images nous ont été données. Est-ce que vous êtes familier avec le nom de Benoît Dacoury-Tablé? Je ne suis pas familier, mais je sais que M. Benoît Dacoury-Tablé est le frère de M. Dacoury, qui, bien qu'étant d'ethnie Bété, a épousé les causes de la rébellion. Et c'est à cette période, pour avoir officiellement épousé les causes, que nous avons appris que son frère, qui je crois était médecin, a été assassiné. Vous en aviez entendu à l'époque? Oui. Sans nous donner de date précise, vous Non, souvenez-vous de l'époque? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas vous donner les dates. Et en quelle année nous sommes à ce moment-là? Nous sommes en 2002. Toujours. Toujours en 2002. Est-ce que vous étiez familier à l'époque avec le terme escadron de la mort? Non. Je ne savais pas que cela existait. Mais c'est bien plus tard,
en 2003, quand on va constater certaines disparitions un peu bizarres, que le concept a été avancé, du moins que cela a été dit. Est-ce que vous avez des exemples de ces certaines disparitions à l'époque? Il y avait un comédien qui s'appelait H, qui était un militant du RDR, fait partie des personnes qui ont été citées comme ayant disparu. Mais je n'ai pas une liste exhaustive. Et quand est-ce que vous avez appris, on parle des escadrons de la mort toujours, quand est-ce que vous avez appris de ce terme? Je crois que c'est après notre retour de Marcoussis, c'est bien plus tard. Mais c'était une expression qui était employée, mais on n'avait pas de nom précis. On n'avait pas de nom précis. Escadron de la mort, qui les a créés, qui les dirigeait, personne ne pouvait répondre à cette période. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des disparitions mystérieuses, dans les cas que je viens de vous citer. Vous nous avez donné un exemple du comédien qui s'appelait H. Quelle était la particularité des personnes ciblées par cet escadron de la mort? Il n'y avait pas de particularité. Je vous dis que c'était des disparitions. Était-il le fait d'escadron de la mort ou pas? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y avait pas de particularité. Je vous donne le cas de H, qui est d'ethnie Djoula, et de M. Dakouri, qui est d'ethnie Bété. Donc on ne pouvait pas dire que c'est sur la base de telle ou telle considération ethnique que ces gens ont été tués. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que il n'était pas bon de s'affilier d'abord avec la rébellion, et surtout, il n'était pas bon de défendre ses thèses quand on sait que cette rébellion a réussi à diviser la Côte d'Ivoire en deux. Êtes-vous familier avec un événement qui impliquait des gendarmes à Bouaké en 2002? Non, je ne suis pas familier, mais en ma qualité de ministre des Droits de l'Homme, j'ai été destinataire de tous les rapports rédigés aussi bien par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Human Rights a aussi rédigé des rapports, et j'ai eu en ma possession les noms et grades de tous les gendarmes qui ont été assassinés à Bouaké. Est-ce que vous avez appris les auteurs de ce massacre? Selon le rapport que j'ai eu à ma possession, les auteurs seraient ceux qui ont déclenché la rébellion. Nous avons parlé de certains exemples à Abidjan. Là, on voit aussi un exemple d'exaction à Bouaké. Est-ce que ce genre d'incidents se sont répétés aussi dans l'ouest du pays? Nous avons eu en possession aussi une liste de personnes, essentiellement d'ethnie malinké, qui ont été assassinés dans la ville de Daloa.
Maintenant, pour l'ouest et l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas eu connaissance puisque nous n'avons pas la liste. Mais les rapports que nous avons consultés font état de ce que à Daloa, il y a eu les personnes d'ethnie nordiste qui ont été assassinées. Est-ce que ces incidents à l'époque étaient de connaissance publique? C'est bien plus tard, quand les rapports ont été établis à la suite des commissions d'enquête lancées par l'ONU et par les associations des droits de l'homme, que nous avons eu les détails. J'aimerais passer maintenant au sujet du processus des accords et des conférences qui ont eu lieu suite à ces événements de septembre 2002. Vous nous aviez parlé de Accra 1. Oui. Nous avons une copie de cet accord, c'est du 29 septembre 2002. Nous allons vous le montrer sur l'écran. Pourrons-nous, s'il vous plaît, afficher le CIV OTP 0091 3024. C'est le numéro 31 sur notre liste. Voyez-vous le document à l'écran, monsieur le témoin? Oui, je le vois. Très bien. Alors nous avons à l'en-tête Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sommet extraordinaire des chefs d'État. Si l'on tourne la page à la page suivante, s'il vous plaît. Alors vous voyez, est-ce que vous voyez bien le document ou voulez-vous qu'on l'agrandisse un petit peu? Oui, c'est bon. C'est bon? Très bien. Alors au paragraphe 1, vous voyez les circonstances dans lesquelles cette réunion a été organisée. On parle de suite aux événements d'une exceptionnelle gravité en Côte d'Ivoire. Et en dessous, vous voyez la liste des chefs d'État qui étaient présents. Alors si on peut descendre un petit peu, vous voyez le président du FASO, du Cabo Verde, de la Côte d'Ivoire, etc. Et à la page suivante, à la page 3, nous voyons vers le bas de la page des personnalités présentes à titre d'observateurs, dont le président sud-africain Thabo Mbeki et d'autres représentants de la Commission de l'Union africaine. Alors j'aimerais aller à la page suivante, à la page 4, au paragraphe 8. Et ici, si vous voyez la première phrase, c'est indiqué que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de la création d'un groupe de contact de haut niveau, composé de plusieurs chefs d'État, pour établir le contact avec les assaillants. Alors, premièrement,
est-ce que vous aviez suivi ou étiez-vous au courant de cette initiative à Accra à la fin du mois de septembre à l'époque? Je crois que quand le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, à la demande de ses pairs de la CEDEAO, il était question qu'ils se réunissent rapidement pour pouvoir trouver une solution. Parce que la situation de belligérance était là. Et comme ils le disent, il y avait déjà des morts. Donc ce sont ces chefs d'État de la CEDEAO qui sont réunis. Nous, les politiques, n'avons pas eu droit à cette réunion, mais nous savons que leur objectif, c'était d'aboutir rapidement à un cessez-le-feu. Et, pardon. Est-ce que vous savez si à l'époque ce groupe de contact avait été établi avec les assaillants? Ils sont même venus à Abidjan et après ils se sont rendus à Bouaké, qui était devenu le fief de la rébellion. Et c'est de là-bas que le premier accord a été signé en présence du ministre des Affaires étrangères du Sénégal, M. Cheikh Tidiane Gadio. Et la partie celui qui représentait la partie de la rébellion, c'était le monsieur Thieu-Fauzier, qu'on voyait pour la première fois. Je crois que, à ma connaissance, il a été le premier visage qu'officiellement on a pu mettre sur cette rébellion. Et vous souvenez-vous de la part du gouvernement ivoirien qui était le représentant à cette... Non, je n'ai pas ça en mémoire. Alors on va faire un petit saut de 2 mois pour arriver aux accords de Linas Marcoussis. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous décrire qu'est-ce qui a amené l'organisation de cette table ronde? Tout d'abord, après la réunion d'Accra 1, il y a eu la réunion de Lomé sous l'égide du président togolais. Et à cette réunion, mais avant cette réunion, la rébellion maintenant avait un chef qui était connu, des gens qui ont revendiqué avoir, pour les raisons qu'on a énumérées tantôt, avoir pris les armes en vue de renverser le pouvoir en place. Donc, pendant plus de 10 à 15 jours, je dirais même pratiquement 1 mois, il y a eu à Lomé les représentants de la rébellion assis avec les représentants du pouvoir légal pour tenter de négocier un accord. Je crois me souvenir que cet accord n'a pas abouti. Et parce que cet accord n'a pas abouti, à l'initiative de la France et en accord avec les autorités légales de Côte d'Ivoire, il a été décidé d'organiser en France, à Linas Marcoussis, une rencontre pour aller en profondeur dans les causes de notre crise. C'est à cette réunion que les partis politiques légalement constitués qui avaient des représentants à l'Assemblée nationale ont été invités. Des partis politiques qui avaient des représentants au niveau des municipalités ont été invités, en l'occurrence le Rassemblement des Républicains. Et c'est comme ça que
comme je l'ai dit tantôt, mon ami Anaki Kobena m'a demandé de l'accompagner pour l'aider à la réflexion pendant l'accord, du moins cette réunion de l'INAS Marcoussis. Voici le contexte dans lequel l'INAS Marcoussis a été mis en place. C'est la France qui l'a demandé, en accord avec les autorités ivoiriennes et en accord avec les différentes branches de la rébellion, parce que il est bon de savoir que la rébellion est venue avec une tête qui s'appelait le MPCI, Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire. Après, il y a eu le MPIGO et le MJP. Donc, à cette réunion de l'INAS Marcoussis, il y avait les 3 mouvements représentés et les 7 partis politiques légalement constitués. On était au total 10. Et où a eu lieu cette table ronde? À l'INAS Marcoussis, dans la banlieue parisienne. Combien de temps a duré cette table ronde? Elle a duré, si mes souvenirs sont exacts, en moyenne 8 jours. Les 3 mouvements et les 7 partis politiques que vous venez de nous mentionner, étaient-ils présents tout au long de ces 8 jours? Tout au long des 8 jours. Et vous nous avez dit que c'était à la demande de la France? La demande de la France et avec la caution de l'ONU. Parce que quand vous regardez le rapport final de cette réunion, c'est pratiquement tous les pays du monde entier qui ont signé. Parce qu'ils avaient tous des représentants. De la part de la France, qui était le représentant lors de... Le modérateur de cette rencontre était M. Pierre Mazot. Et quelle était sa fonction? Pierre Mazot c'est un juriste, un éminent constitutionnaliste. Et c'est lui qui a dirigé tous les travaux. Alors, vous nous dites que vous êtes allé avec votre ami, M. Anaki Kobena, en tant que représentant du MFA. Oui, Mouvement des Forces d'Avenir. D'accord. Alors, pendant cette table ronde, est-ce que les représentants des partis ivoiriens étaient regroupés ou associés d'une certaine manière? D'abord, comme son nom l'indique, c'est une table ronde. Donc, on était tous assis autour de la table. Et il y avait d'abord les plénières. Par la suite, il y a eu ce qu'on appelle des entretiens bilatéraux. Je peux vous dire que nous sommes sortis de Marcoussis avec plein d'espoir. Pour ceux qui se souviennent encore, l'ensemble des Ivoiriens réunis dans cette salle, après la signature de l'accord, nous nous sommes levés et nous avons chanté notre hymne national parce qu'on s'était dit, enfin, nous avons trouvé une solution. C'est vous dire qu'il y avait une bonne ambiance. Il n'y avait pas des gens qui étaient d'un côté, des Ivoiriens rebelles qui étaient d'un côté. Il y avait tout simplement des Ivoiriens qui ont décidé de prendre les choses en main, de telle sorte que notre pays ne tombe pas dans la déchéance. Si vous permettez, je vais vous afficher une copie de l'accord de l'INAS Marcoussis pour qu'on regarde un peu les conclusions. Okay. Il s'agit du numéro CIV OTP 0091 3011. C'est le numéro 34 de la liste. Nous avons aussi une version anglaise pour ceux qui veulent la suivre en anglais.
C'est le CIV-OTP 0091 2999. Alors, je ne sais pas si le greffe peut afficher la version anglaise et française simultanément sur les différents canaux pour le bénéfice de tout le monde. Est-ce possible ou... Oui. Très bien. Monsieur le greffe, juste pour que les juges poursuivent en anglais, pour ceux qui veulent suivre en anglais, c'est sur quel canal qu'on devrait regarder la version anglaise? Monsieur le Président, avec votre permission, les deux éléments de preuve peuvent être consultés en utilisant la base de données Ringtail dans les canaux français ou anglais respectifs. Et pendant ce temps, nous allons essayer de faire en sorte qu'une version, la version anglaise, soit disponible dans les canaux Evidence 1 et la version française dans les canaux Evidence 2. Merci. Monsieur le témoin, avez-vous la version française devant vos yeux? Oui, je l'ai. Très bien. Alors là, nous avons d'abord une page couverture de la lettre adressée au président du Conseil de sécurité. Donc, allons tout de suite à l'annexe 1, à la page suivante. Donc la page 2, s'il vous plaît. Très bien. Alors. Je pense que nous avons toujours la page couverture, hein. On attend. Très bien, merci beaucoup. Si nous commençons par le paragraphe 1, Monsieur Nguessan, nous voyons ici la liste des partis politiques et des mouvements qui ont participé à la table ronde. Et on voit le nom de Monsieur Pierre Mazot. Donc est-ce l'individu dont vous aviez en tête tout à l'heure? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, il est indiqué que c'est à l'invitation du président de la République française que la table ronde s'est réunie à l'INAS Marcoussis du 15 au 23 janvier 2003. C'est ça. Voilà. Au paragraphe 2, on parle ici de la table ronde se félicite de la cessation des hostilités rendue possible et garantie par le déploiement des forces de la CEDEAO. Donc, est-ce que les forces de la CEDEAO étaient déjà sur place en Côte d'Ivoire à cette époque? Oui, je pense qu'en ce moment, les forces de la CEDEAO étaient présentes. Elles étaient appuyées par les forces françaises. Et ensuite, la phrase suivante indique que la table ronde, donc, elle appelle toutes les parties à faire immédiatement cesser toute exaction et consacrer la paix. Elle demande la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. Alors ici, de quels prisonniers politiques est-ce qu'on parle? Ça, c'est une colle parce que dans ma mémoire, je ne me souviens pas qu'à cette période-là, il y avait des prisonniers politiques. Si ça vous revient plus tard, vous pouvez Si ça me revient, je vous le dirai. Alors, au paragraphe 3, c'est là que nous voyons les dispositions. Au paragraphe 3, vous voyez qu'un gouvernement de réconciliation nationale sera mis en place.
Donc je fais un survol rapide et on revient sur les items. Le paragraphe B parle d'échéance électorale. Le paragraphe C parle d'un Premier ministre de consensus. Au paragraphe D, nous voyons l'attribution de ministères équilibrés entre les partis. À la page suivante, nous avons au paragraphe F, alors j'attends que la page suivante s'affiche à l'écran. Voilà. Alors le sous-paragraphe F parle de refonder l'armée. On parle de restructuration des forces de défense et de sécurité. Au paragraphe G, on parle aussi d'un processus de désarmement et qu'aucun mercenaire ne séjourne sur le territoire national. Et au paragraphe, bon, je vais sauter paragraphe I, on parle aussi de l'amnistie. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce que la table ronde est arrivée à ces dispositions? Qui les a formulées? Comment êtes-vous arrivé à ces conclusions? Chacun des points énumérés ici a fait l'objet de débats. D'abord, au tout début de la rencontre, il a été question d'indiquer les causes profondes de la crise. En cela, nous avons été aidés par le rapport final qui a sanctionné le Forum de réconciliation nationale organisé par le président Gbagbo. Je l'ai dit tantôt, c'est fin 2001, début 2002. Ce rapport a fait un diagnostic exact du mal qui minait notre pays. Par la suite, nous avons fait l'état des lieux de la Côte d'Ivoire au lendemain de la rébellion. C'est fort de ces deux éléments que nous avons touché chacun des points qui sont ici. Il faut reconnaître que M. Mazo, M. Pierre Mazo, qui s'est profondément renseigné sur la Côte d'Ivoire, nous a été d'une très grande utilité. Il a soumis à l'appréciation de chacune des parties présentes la formulation exacte de chacun des paragraphes que vous voyez là. Et ces paragraphes ont fait l'objet de discussions, parfois tard dans la nuit, pour qu'on s'accorde sur les virgules, sur les points-virgules, sur les mots, et qu'on soit sûr que ces mots sont bien compris par chacun. Voici comment on a abouti à ces formulations. À la page suivante, à la page 4, nous voyons les signataires de cet accord. Alors les partis politiques et les trois mouvements que vous nous avez mentionnés apparaissent sur cette page, ainsi que le nom de M. Pierre Mazo. Pouvez-vous nous dire dans quelle atmosphère est-ce que cet accord a été signé? Je vous ai dit tantôt que après la signature de cet accord, nous avons tous chanté la guyanaise, notre hymne national. Nous étions tous
heureux. Et je ne pense pas qu'un seul des signataires, avec ceux qui les accompagnaient, ait pensé un seul instant que cet accord était mauvais. Puisque cet accord prenait en compte les véritables problématiques qui se posaient à notre pays en ce moment-là. Donc, c'est vous dire que c'était dans une belle ambiance que nous avons signé cet accord. Nous voyons que pour le FPI, le signataire est Pascal Affi N'Guessan. Je voulais vous demander une simple clarification. Est-ce que durant la table ronde, est-ce que le président Laurent Gbagbo était présent à l'Ines Marcoussis? D'abord, je voudrais vous signaler que dans les dispositions de notre Constitution, un président en exercice ne dirige pas un parti politique. Donc celui qui représentait le parti de Monsieur le Président Laurent Gbagbo, c'était Monsieur Pascal Affi N'Guessan. Le Président Laurent Gbagbo n'a pas pris part à l'accord, à la réflexion et à la discussion, ni à la signature de l'accord de l'Ines Marcoussis. Par contre, au lendemain de cet accord, il y a eu une réunion à Kléber. Une réunion qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État, dont le président Chirac, pour pouvoir entériner cet accord et lui donner un caractère exécutoire. Et là, le président Laurent Gbagbo était présent. Alors, nous parlons de l'Ines Marcoussis dans le contexte de ce qui a suivi après la tentative de coup d'État en septembre 2002. Pour ce qui est de l'autorité du président de la République, quel a été l'impact de la signature de cet accord? Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Oui, j'attends juste la pause. Alors la question, c'est pour ce qui est de l'autorité du président de la République, quel a été l'impact de la signature de cet accord? Ce que je peux vous dire, c'est que cet accord n'a pas remis en cause la légalité constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Cet accord a reconnu l'autorité du président Laurent Gbagbo sur la Côte d'Ivoire. On n'a pas remis en cause son autorité. En annexe à l'accord de Marcoussis, nous retrouvons plusieurs dispositions. Si nous tournons à la page suivante, à la page 5, alors nous trouvons au départ le programme du gouvernement de réconciliation. Et j'aimerais attirer votre attention à la page 6, la page suivante s'il vous plaît, en bas de la page. Alors le titre de cette section numéro 3, c'est l'éligibilité à la présidence de la République. Et la table ronde considère que l'article 35 de la Constitution, relatif à l'élection du président de la République, doit éviter de se référer à des concepts dépourvus de valeur juridique ou relevant de textes législatifs. Et nous voyons le texte à la page suivante, à la page 7, s'il vous plaît. Le gouvernement... Attendez, je vais attendre que...
au haut de la page. Alors on voit que le gouvernement de réconciliation nationale proposera donc que les conditions d'éligibilité du président soient ainsi fixées. Élu pour 5 ans au suffrage universel direct, rééligible qu'une fois, le candidat doit jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Alors, en se concentrant sur ce texte de l'article 35, est-ce qu'elle fut entérinée suite aux accords de Linas Marcoussis? Oui. Tous ceux qui ont signé l'accord de Linas Marcoussis ont accepté cette formulation. Je voudrais vous rappeler que l'arrêt de la Cour constitutionnelle éliminant le président Alassane Ouattara lors de l'élection de 2000 en Côte d'Ivoire comporte une phrase quelque peu curieuse. Il est dit ceci, que M. Alassane Ouattara avait une nationalité douteuse. Ce qui, au plan du droit, ne veut rien dire. Du droit pur. Et il fallait corriger. Avoir une formulation beaucoup plus précise des conditions d'éligibilité. Pour que aucun constitutionnaliste, aucun juriste ne vienne employer des expressions dénuées de tout sens. Nationalité douteuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Nationalité douteuse, donc il ne peut pas être candidat. Je crois que cet arrêt en Côte d'Ivoire est, dans notre mémoire, l'un des arrêts les plus mauvais que notre pays ait connu. Parce que, à l'image, sans être des constitutionnalistes ou bien des juristes émérites, cette expression jusqu'à nouvel avis, il faudrait qu'on me l'explique pour que je sois convaincu que ça avait sa valeur dans un arrêt de Cour constitutionnelle. Et toujours en se concentrant sur cet article 35 de la Constitution, est-ce que cette question de l'éligibilité de la présidence, comme on le voit ici, est-ce qu'elle a été résolue, ou bien combien de temps après Linas Marcoussis a-t-elle été résolue? Linas Marcoussis, c'était un accord entre les partis politiques et les partis et mouvements politiques de Côte d'Ivoire. On se devait, au sortir de Linas Marcoussis, d'appliquer ce que nous-mêmes délibérément nous avons rédigé et que nous avons signé. On n'avait pas à aller chercher d'autres types d'artifices juridiques ou bien constitutionnels. Je me souviens qu'au tout début de la rencontre, le président du mouvement des forces d'avenir, Anaki Kobona, a posé une question essentielle. Est-ce que nous sommes dans une constituante? Parce que si nous étions dans une constituante, immédiatement, les dispositions qui ont été prises à Marcoussis s'imposaient et venaient en remplacement de certaines dispositions de la Constitution. De manière unanime, aussi bien M. Pierre Mazeaud que les partis qui étaient présents ont dit non, nous n'étions pas dans une constituante. Mais nous étions dans une situation où pour résoudre la crise ivoirienne,
avec ses multiples facettes, que ce soit au niveau de la nationalité, de l'identité, des problèmes de foncier, les multiples facettes que je répète ont été identifiées par le Forum de réconciliation nationale. Donc, je dis, on s'est entendu pour dire que voici les points en annexe qu'ils, s'ils sont mis en application, notre crise prend fin. Voici l'essence même de l'accord de Linas Markoussi. Vous nous avez dit que suite à cela, il y avait une rencontre à Kléber. Kléber, c'est ça. Donc, on parle ici dans l'accord de Markoussi d'un Premier ministre de consensus. Est-ce qu'un Premier ministre de consensus a été désigné? Oui. Au lendemain de Markoussi, la réunion de Kléber, à laquelle personnellement je n'ai pas participé, a accouché d'un Premier ministre de consensus qui a été nommé par le président Laurent Gbagbo, ceci à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour respecter le concept de territorialité dans ce type de décision, du moins relatif à la prise de ce type de décision. Donc, M. Sédou Iliman Diarra, qui a été Premier ministre sous le régime militaire et en même temps président du Forum de réconciliation nationale, a été désigné, et cette désignation n'a pas posé de problème puisqu'il était au fait des dossiers de notre pays et surtout des causes profondes de notre crise. Suite à l'accord de Linas Markoussi, est-ce que vous êtes retourné en Côte d'Ivoire? Bien. Oui, nous sommes retournés en Côte d'Ivoire, mais après quelques jours d'attente. Parce que au lendemain de l'accord de Linas Markoussi, surtout après la réunion de Kléber, où il y a eu effectivement un commencement du partage du pouvoir, les populations ivoiriennes, principalement celles du sud de la Côte d'Ivoire, ont manifesté parce que ces populations considéraient qu'on venait de brader l'autorité de la Côte d'Ivoire sur l'autel d'un accord politique. Donc, il ne faisait pas bon de rentrer immédiatement en Côte d'Ivoire. Je me souviens que le Premier ministre nommé par le président Laurent Gbagbo, M. Sédou Iliman Diarra, en venant en Côte d'Ivoire, est passé par Dakar. Son avion a été interdit d'atterrissage à Abidjan parce que les partisans du refus de l'accord de Linas Markoussi ont envahi l'aéroport pour empêcher que son avion n'atterrisse. À la suite de ça, pour marquer leur refus de cet accord, il y a eu un gigantesque rassemblement des jeunes. Je ne sais pas si à cette période on les appelait les jeunes patriotes, mais toujours est-il qu'à la place de la République en Côte d'Ivoire, il y a eu un gigantesque rassemblement pour dire non
à cet accord et fustiger le rôle de la France dans l'établissement de cet accord. Je suppose que vous avez des images où, dans cette foule nombreuse réunie, il y avait même la croix gammée qui était mise sur des pancartes au niveau des manifestants. Ça veut dire que l'accord a été rejeté par les jeunes qui ont considéré que cet accord bradait l'autorité de la République de Côte d'Ivoire. Il va de soi que nous, qui avons été signataires, nous avons pris des mesures de prudence pour ne pas rentrer immédiatement sur Abidjan. Surtout que quand nous étions à Marcoussis, 2 jours après le début des travaux, certaines informations sont parvenues à Abidjan, surtout concernant M. Anaki Kobena, président du MFA, comme quoi nous nous sommes alliés au mouvement rebelle. Donc nos familles étaient en danger. C'est pourquoi, à la demande du MFA, nous avons inscrit dans l'accord de Marcoussis l'obligation pour l'État de Côte d'Ivoire d'assurer la sécurité de toutes les personnes ayant pris part à l'accord de l'INAS Marcoussis. Oui, nous ne sommes pas rentrés immédiatement. Nous avons attendu que les tensions baissent avant de rentrer à tour de rôle sur Abidjan. Je peux vous dire que les militants du RDR, les militants du PDCI, pour la plupart, ne sont pas rentrés. Ils sont restés à Paris. Les mouvements rebelles, rebaptisés à l'occasion de l'accord de l'INAS Marcoussis, Force Nouvelle, ne sont pas rentrés sur Abidjan, ont été envoyés directement dans leur fief qui était Boaké. Donc voici le climat dans lequel on était tous au lendemain de l'accord de l'INAS Marcoussis. Monsieur Darmijan, très bien, Monsieur le Président. Le Président, merci, Monsieur le témoin. Nous allons faire la pause déjeuner maintenant. Nous allons faire une pause d'1 heure et demie. Vous pourrez vous reposer. Nous reprendrons à 14h30.